Go. Bonjour à tous, bienvenue au second rendez-vous des Engagés de l'ombre, le rendez-vous qui donne la parole à ceux qui repensent le monde tout en traçant leur route. Je suis Audrey Chapeau, je suis anthropologue hybride et pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à changer de perspective sur le monde actuel et d'être le plus au clair possible sur le monde que nous choisissons de construire pour demain. Donc j'ai deux approches complémentaires, une approche conférence qui permet de faire bouger les mentalités et les comportements, et puis une approche avec des consultations et de l'accompagnement individuel à ma manière, évidemment, pour ceux qui sont en situation de transition, qui changent de métier, qui changent de pays, qui changent de mode de vie et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Aujourd'hui, j'accueille Ismail Sabti, une pépite qui ne s'arrête jamais, un ovni comme je les aime. Donc, on va passer un moment pour qu'il se présente et qu'il explique un petit peu ce qu'il fait et comment il en est arrivé là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux J'animais une conférence il y a quelques années sur le travail du futur, le travail en 2025, si je ne me trompe pas. Et puis, Ismail était dans l'assemblée. Il est venu me voir à la fin, on a discuté 3 minutes, ça a tout de suite tilté, on était sur la même longueur d'onde sur le sujet de la conférence notamment. Et puis on s'est retrouvés quelques jours plus tard dans un musée. Je ne sais pas si tu te souviens, Ismail, on a fait connaissance plus amplement dans un musée. C'est possible. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas qu'un seul sujet d'intérêt commun, mais beaucoup de sujets qui s'entrecroisaient. La vision du travail, l'entrepreneuriat, l'apprentissage, l'éducation, la danse et les arts, les profils de personnes dites hors moule ou inclassables. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. On va voir tout ce qu'on aborde aujourd'hui. On n'aura certainement pas le temps de passer tout ça en revue, mais au moins de vous mettre en appétit. Donc on est à la fois extrêmement différents tous les deux et en même temps assez similaires. En tout cas similaires sur nos engagements et certaines de nos convictions. Et c'est ça que j'avais envie de vous faire partager. Ismail, bonjour. Bonjour, merci à toi Audrey de m'avoir permis de prendre la parole, ce Avec plaisir. Qui est finalement rare pour les extraterrestres. Tu vois, pas tant que ça. L'essentiel, c'est de trouver aussi un lieu où, alors à voir à quel point tu te sens extraterrestre ou pas, mais voilà, c'est l'occasion d'avoir la parole pour un petit moment. Alors, quand on s'est rencontrés, tu t'étais présenté en parlant d'un projet que tu avais en cours qui était les déclics. Tu te rappelles? Tout à fait, Audrey. Alors, je reviens juste pour la genèse de notre rencontre, Travail ou Labor. C'est vraiment une conférence qui m'avait marqué. Je m'en souviens très bien, sachant que des conférences marquantes, c'est rare et en même temps, c'est précieux parce que ça vous permet de travailler dans le fond. Et je me rappelle très bien du travail et du labor. Le travail, cette contrainte, étymologiquement, et le labor. Oui. Et là, effectivement, ensuite, je ne me souviens pas du tout du musée. C'est un passage de ma vie dont je ne me souviens pas. En tout cas, c'est vrai que je suis souvent dans les musées du fait de ma profession parce que je suis enseignant, formateur et aujourd'hui coach, conférencier. Alors, coach plutôt, on va dire, accompagnateur pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Auteur parce que j'ai écrit un livre et conférencier parce qu'on me sollicite souvent pour parler de mon parcours de vie. Et à partir de là, je me suis dit, ça serait dommage par rapport aux jeunes que je rencontre de ne pas partager des parcours de vie. Et à partir de là, j'ai créé ce qu'on appelle l'association Les Déclics qui avait pour vocation. Je dis bien qui avait parce que aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je vais vous retracer son histoire de cette association et pourquoi je l'ai créée. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 620 000 jeunes décrocheurs chaque année. C'est la taille d'un département. Et j'ai trouvé ça insupportable. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ces jeunes pour qu'ils retrouvent le goût d'apprendre? Et derrière le goût d'apprendre, il y a la confiance en soi. Et je me suis dit, j'ai réfléchi. Et tiens, je me suis dit, est-ce que je faisais comme Audrey, des rencontres, mais des rencontres dans mes salles de classe où j'invite un jeune, un entrepreneur et un artiste, un jeune pour parler aux jeunes, un artiste pour ouvrir l'esprit et un entrepreneur, un mentor. Alors, ce n'est pas forcément un entrepreneur, c'est quelqu'un, on va dire, qui a un peu plus de bouteilles pour pouvoir raconter ses réussites et surtout ses échecs. Parce que c'est super important de comprendre que la vie n'est pas une ligne droite,
elle est ponctuée de difficultés, d'obstacles qu'on gravit à chaque fois par de l'expérience, du retour d'expérience. Donc voilà, et à ma grande surprise, par rapport aux jeunes que à qui j'ai pu reposer la question, est-ce que ça vous a servi? Ils m'ont dit, monsieur, c'est génial votre truc. Et à partir de là, je me suis dit, dans la pédagogie des déclics, pourquoi pas en créer une association, en faire une pédagogie d'inspiration au départ, ensuite d'introspection et ensuite de passage à l'action. C'est une pédagogie en U. D'abord, on inspire, ensuite, on redescend, on fait de l'introspection sur 4 piliers: se connaître, s'organiser, se motiver, estime de soi, confiance en soi, émotion, gestion de l'émotion, gestion du stress, jusqu'à passer à l'action. Alors l'action, comme tu disais Audrey, parce que tout ça, ça se rejoint, c'est que notre rencontre n'est pas fortuite en fait. C'est une rencontre, moi j'appellerais ça H, c'est-à-dire avec un grand H, c'est-à-dire humaniste, c'est-à-dire humaine, avec une rencontre de cœur qui fait qu'à un moment donné, on a des synergies. Donc à partir de là, ayant une vision, pour ma part, humaniste et globale, c'est là où on est différent, Audrey. Je rebondis sur ce que tu m'as dit. Moi, je mets toujours des petits post-it dans mon esprit et je peux rebondir. Ouais, je sais bien comment tu fonctionnes. Alors, Speedy Gonzalez, tu pars dans tous les sens et après, tu fais une synthèse. C'est ce que j'allais dire. Ma difficulté pour les gens comme moi, qui sont finalement HP, multipotentiels, ce que vous voulez, qui ont parfois des troubles de l'attention, ça m'en coûte, moi, de ne pas bouger, de ne pas gigoter. Ça me demande beaucoup d'efforts. En fait, c'est ça la différence de réflexion qu'on a. Mais en même temps, on est tous différents. C'est-à-dire que toi, Audrey, je sais que tu travailles de manière beaucoup plus linéaire et que moi, je travaille de manière beaucoup plus heuristique. Okay, mais on y reviendra là sur des clés de… C'est même pas sûr, ça, tu vois. C'est entre l'idée qu'on s'en fait et ce qui se passe réellement. Mais bon, c'est intéressant de voir l'image qu'on renvoie, en fait. Voilà. Mais c'est super intéressant aussi d'échanger. Et c'est là notre richesse. Moi, je te voyais comme ça, du fait de ta culture académique. Et moi, je me vois comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le passage à l'action, c'est que avec mon association depuis 5-6 ans, dans le développement de cette pédagogie en U, on s'est dit, on va passer à l'action. Mais passer à l'action pour faire quoi? Eh bien, j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire répondre à une problématique tout en ayant une éthique solidaire. C'est-à-dire, alors je ne sais pas moi, comment mieux faire du tri et en faire une économie, l'économie du tri. Etc. Enfin, il y a le biomimétisme aujourd'hui. Oui, voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont de plus en plus à la mode, on va dire, parce que les consciences évoluent et on se rend compte qu'il y a tout un tas de pratiques qu'on peut mettre, qu'on peut relier les unes aux autres. Tout à fait, tout à fait. Et toutes ces problématiques-là, en fait, que les jeunes y réfléchissent, ça nous permet de travailler de manière coopérative et collaborative. D'ailleurs, tu vois la différence. Enfin, est-ce que les auditeurs voient la différence entre le coopératif et le collaboratif? Je ne sais pas. Donc, si tu as quelques mots à dire sur ta définition de… Alors, tout ce que je vais… terme, ok, c'est parfait. Tout ce que je vais faire, je vais pas rentrer dans l'étymologie, je vais pas faire un truc technique, je vais juste en parler comme je l'explique à mes élèves et aux jeunes que je rencontre. Je leur dis quelle est la différence entre le coopératif et le collaboratif. Le coopératif, j'ai mon projet personnel et j'ai besoin des autres pour m'aider. Le collaboratif, nous avons un projet en commun et j'ai besoin de tout le monde pour pouvoir porter ce projet en commun. Voilà la différence entre le collaboratif et le coopératif. Sachant que d'un point de vue pédagogique, qu'on fasse du collaboratif ou du coopératif, il n'y a pas d'après les chercheurs, il n'y a pas de distinction et de différence. On va plus parler de coopératif dans le milieu de l'éducation et moins de collaboratif à cause du mot collabo. Oui. Il y a une connotation de la Deuxième Guerre mondiale, comme tout le monde le sait. Et à partir de là, au niveau de ce que j'ai mis en place, à force de rencontrer des jeunes, j'ai rencontré des enseignants, j'ai rencontré des parents. Et ils m'ont dit, mais c'est génial ce que tu fais. Nous aussi, on aimerait bien en profiter. Et je me suis dit, bah, écoute, Ismaïl, il va falloir à un moment donné que tu fasses un choix, puisque l'association fonctionnait trop bien. Alors, pourquoi je dis trop bien? C'est que quand vous montez un projet associatif qui fonctionne trop bien, vous devez vous mettre à plein temps dans ce projet. Mais moi, je ne pouvais pas parce que je suis un passionné de l'éducation et de l'enseignement. J'aime mon métier. J'ai cette chance-là. C'est que pour moi, je suis toujours en vacances, en fait. C'est ça que c'est mon gros avantage. C'est mon gros avantage. En plus d'être prof, avec les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a énormément aussi. Oui.
C'est mon prof Et hors de du là, commun quand même qui se dit, qui dit ouvertement qu'il se sent tout le temps en vacances parce qu'il aime son boulot à ce point-là. je me sens c'est ça, j'ai cette chance-là, c'est de me sentir à ma place. On est vraiment une petite minorité, hein, franchement, dans la société dans laquelle on nous accueille aujourd'hui, parce que on nous accueille, je ne sais pas qui est vraiment le on, eh bien, effectivement, on n'a pas tous cette chance-là. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir cette vocation de pouvoir non pas coacher les personnes, mais les accompagner et les accompagner dans ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est-à-dire le savoir. Alors, du coup, j'ai cette chance-là qui me permet aujourd'hui de me dire, ouais, ok, vous me posez la question en tant que parent, en tant qu'élève, en tant que jeune qui parle aux jeunes, etc., de comment je fais. Et je me suis dit, bah, à un moment donné, il faut que je fasse un choix. J'ai décidé d'arrêter l'association Les Déclics pour mettre en place ma méthode que j'appelle CPE, Cerveau Potentiel Éducation, avec ce que j'adore, le jeu de mots CPE. Oui. Alors, CPE, c'est l'interface entre les jeunes, l'école, l'institution, les parents et les enseignants. Ils sont fondamentaux. Et leur rôle n'est pas qu'un rôle de sanction ou d'avertissement, c'est aussi un rôle d'accompagnateur, de répétiteur en fait, de l'information, répétiteur de l'accompagnement dans le global, hein, parce qu'un accompagnement d'un jeune, c'est pas que voilà, je fais des devoirs, des maths et du français, c'est aussi comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, comment je fais pour m'améliorer. La fragilité des jeunes, on la connaît bien. Donc, cette méthode CPE rejoint le cerveau, le potentiel et l'éducation. Et dans chaque domaine, j'ai été formé. Le cerveau en neuroéducation, par Steve Masson. Le potentiel, alors PNL, analyse transactionnelle, méthode ESPER, communication non violente, et j'en passe, et des meilleurs, hypnose, hypnose humaniste, etc. Donc, tout ça, plus gestion du stress, gestion des émotions. Et l'éducation, surtout avec les classes coopératives, sur la méthode freinée qui est travaillons par l'expérience, sachant que la méthode freinée, en réalité, c'est une méthode qui vient d'un mouvement de 1920 où, par magie, il y avait Maria Montessori, il y avait Dewey, Steiner, il y en avait plusieurs. Hein, il y en avait plein, et c'était en fait, ils ont réussi à s'organiser à ce moment-là, et la chance qu'ils avaient, c'est qu'ils vivaient pas ils vivaient pas aujourd'hui, c'est qu'on leur laissait le temps de faire le voyage, le temps de se rencontrer, le temps de repartir. Ils avaient le temps, et ça, on l'occulte complètement. Mais c'est vraiment ça, le temps. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai une méthode en ligne. Alors du coup, comment je fais pour la partager à tout le monde? Je l'ai mis en place en ligne. Et de cette méthode, alors j'ai dit, ouais, je l'ai mis en ligne, c'est très bien, mais je vais aussi en faire des cahiers d'exercices. Il y en a 3 qui existent. Et j'ai écrit mon livre qui est chez l'éditeur La Chronique Sociale et qui va sortir, je pense, au mois soit au mois de septembre, soit au mois de décembre. D'accord, donc à l'automne. Voilà, à l'automne normal. C'est vrai, enfin, si je reviens sur ce projet, depuis qu'on se connaît, en fait, quand on se retrouvait après des temps plus ou moins longs, à chaque fois, il y avait de nouvelles étapes. Donc, c'est vrai qu'au départ, moi, tu m'avais dit que le projet Les Déclics avait quand même déjà été reconnu d'utilité publique. Enfin, c'est pas rien. C'est pas toutes les associations qui arrivent à ce stade-là. Et puis, au fur et à mesure, je me rappelle aussi, tu avais un voyage en Finlande qui t'avait marqué sur les approches pédagogiques spécifiques qu'on pouvait trouver. Alors, il ne s'agit pas de faire des copier-coller, mais de s'inspirer de ce qui fonctionne et de voir comment on peut le ramener sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant qu'enseignant du public, tu n'es pas un enseignant dans une école alternative, tu es un enseignant dans la sphère publique. Tout à fait. Alors, je vais rectifier quelque chose. C'est pas public, c'est privé sous contrat. Oui. Privé sous contrat. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que dans le sens où c'est l'éducation nationale qui me paye. Donc, j'ai les mêmes injonctions, je quitte bien le mot injonction, de l'éducation nationale. Et ouais. Alors, du coup, ça me ramène à quelque chose de fondamental, mon parcours de vie finalement. Effectivement, je suis parti en 2002 avec une équipe pédagogique découvrir le système finlandais. Les déclics, c'est pas né de rien en fait. C'est né de toute une histoire. En fait, de toute une histoire. Écoute bien, hein, en 2011, je me suis rendu compte de quelque chose de manière intuitive, je t'en avais déjà parlé, Audrey. C'était la première année où je voyais mes élèves rentrer en classe tristes, malheureux. Et cette année, il s'est passé aussi un phénomène, je vais t'en parler, triste et malheureux. Et on s'est dit avec une équipe pédagogique, c'est pas possible. On peut pas être à 14 ans, manquer autant d'envie, d'énergie, de motivation, de vivre, de vivre. Et je vais te raconter d'ailleurs, bizarrement, ça me connecte avec ce qui s'est passé cette année et qui est alarmant. Je vais vous en parler. Et donc, je suis parti en Finlande sur un projet et sur des investissements personnels. Alors, ça m'a mis une claque dans le sens où quand on parle
du système pédagogique finlandais, souvent en France, on nous dit oh, c'est pas duplicable, ils sont pas nombreux. En fait, c'est faux. En fait, pourquoi c'est faux? Pourquoi par rapport à mes observations étant resté presque un mois là-bas, je dis que c'est faux? C'est une volonté. Une enseignante finlandaise m'a dit, tout simplement, elle dit, bon, nous, aujourd'hui, on voit des Japonais, des Allemands, des Américains venir voir notre concept. Il y a deux choses qui sont importantes. Alors, généralement, je ne les dis pas les deux choses, j'en dis qu'une. Je vais te dire déjà la plus importante. La plus importante, c'est travailler la confiance en soi de vos jeunes. Ensuite, l'estime de soi va monter. La connaissance de soi, l'amour de soi. Okay? Et la deuxième chose qui est fondamentale, ayez le courage d'appliquer ce que vous savez déjà. Nous, on applique du Freinet, du Montessori, du Steiner et on n'a pas peur de changer. Il y aura une troisième chose qui n'est pas dite, mais qui est une évidence, et qu'on occulte. C'est que les enseignants finlandais sont formés. En France, ce n'est pas le cas. Nous avons des gens qui ont passé des concours, qui est très bien de passer un concours. Et en même temps, ils ne sont pas formés. Ça veut dire quoi former? Ça veut dire qu'un enseignant finlandais qui soit à l'université ou en maternelle est capable de faire la maternelle, de monter et de descendre. Nous, en France, ce n'est pas le cas. Oui. Et ça, fondamentalement, ça change beaucoup de choses. Et même au-delà de ça, d'un point de vue politique, orientons-nous, observons les grilles salariales. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Et à partir de là, on ne peut pas se dire ouais, les enseignants, c'est des feignants, les enseignants, machin, les enseignants. Oui, on a une vision de l'enseignement qui est véhiculée par qui? Pas par le cœur de l'enseignement, par les médias, par la politique, par les ragots, par le qu'en dira-t-on. Sauf que lorsqu'on se retrouve dans une table à discuter, on discute de notre enfance. On discute de notre enfance et de ce qu'on a fait à l'école et de l'importance de l'enseignant qui nous a portés et celui qui nous a déportés, je vais dire. D'accord? C'est là où la conscience du citoyen doit converger. On ne peut pas laisser à un moment donné, et après c'est mon choix, et c'est ma vision politique, et c'est mon combat, quelque chose d'aussi important qui impacte autant notre vie à des gens qui sont en place pour X années, etc. Et c'est la grande différence avec nous et la Finlande. Oui, c'est qu'en 1970, les Finlandais ont dit ce que nous avons de plus important, c'est pas du pétrole, c'est pas du gaz, c'est nos enfants. Nos enfants. Point barre. Et certains l'ont très bien compris parce qu'après, si on fait une vraie étude et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe avec l'école Henri IV, avec l'ENA, avec Sciences Po, etc., sans être dans l'idéalisme, eh ben, on peut se poser des questions. Ben, posez-vous des questions, très sincèrement. Pouvons-nous laisser aujourd'hui… pourquoi en Finlande, par exemple, il n'y a pas d'école privée, d'école démocratique, d'école Montessori, d'école Steiner, etc. Parce que tout est déjà inclus dans le système classique. Voilà, il y en a qui ont déjà essayé de… Ils ont l'autorisation de le faire, mais personne vient l'idée de le faire, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font, les Finlandais? Gestion du temps et gestion de l'espace. Troisième temps, comme je disais, formation. Et c'est, mine de rien, ce n'est pas grand-chose. Dans la formation, c'est comme un docteur, égale vocation. Moi, je ne me viens pas à l'idée de devenir docteur, j'ai peur du sang. Mais vocation, etc., etc. Moi, je ne rentre pas dans ce détail-là. Non, mais ça donne une idée déjà de… Voilà, ça permet de ta démarche et de tes engagements, de tes convictions. Et c'est intéressant aussi, on avait discuté il y a assez récemment sur la notion d'apprendre. J'avais bien aimé en fait ce que tu disais sur qu'est-ce que c'est pour toi apprendre. Et souvent, en fait, il y a aussi tout un tas de quiproquos qui se passent avec les jeunes, avec leurs parents, avec l'institution, parce qu'en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que ça veut dire apprendre. D'accord, ok. Donc, du coup, la notion d'apprendre, elle est fondamentale. Donc, il y a deux notions. Donc, il y a deux notions aujourd'hui qu'on doit prendre en compte dans la notion d'apprendre. Il y a un vieil adage qui dit apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, on pourrait même rajouter apprendre à désapprendre. Dans une phrase. Pour deux principes. L'éducabilité, c'est-à-dire croire que l'autre est capable de réussir dans son processus d'autonomisation, d'individualisation, le libre arbitre finalement. On ne peut pas être à la place de l'autre pour pouvoir apprendre. C'est une motivation qui vient de l'intérieur, intrinsèque, mais elle peut venir aussi de l'extérieur, la récompense extrinsèque. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est assez nouvelle, qui a moins de 10 ans, c'est
la plasticité cérébrale, qui rejoint finalement l'éducabilité. C'est-à-dire que notre cerveau est toujours en train de se modifier par des connexions de neurones. Sauf que, alors vous allez comprendre, mais je vais le faire très simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, tout ça, c'est expliqué dans ma méthode. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Et puis, pour les personnes qui sont curieux, qui ont envie d'avoir des sources un petit peu plus précises, au besoin sur commentaire, et on répond, on donne les sources. Tout à fait. Donc, voilà, c'est documenté. Voilà, c'est documenté. Moi, vous passez par Audrey. Moi, je fournirai des documents si besoin est. Je les ai dans mon ordinateur. Et puis, si vous avez besoin, hein, avec Audrey, personnellement, moi, je suis disponible pour en parler. Parce que comme je reviens simplement à ce qu'on disait au début. Pour moi, c'est tellement important de permettre à chaque individu de se remettre au centre, de mettre les enfants au centre. Et ça nous permet d'avoir une conscience politique pour pouvoir changer le système éducatif, tout simplement. Éducation, instruction d'ailleurs. Donc, je reviens sur la neuroplasticité. Donc, les connexions se font. OK ? Mais là, vous comprenez bien que si ça se fait mal, avec le temps, on se répète les mêmes choses. Les croyances, les valeurs, etc., qui créent un tempérament, etc. Eh bien, ça se connecte, mais c'est solide. Donc, du coup, pour se déconnecter, c'est plus compliqué. Mais en même temps, si c'est trop déconnecté, il n'y a pas de savoir. D'où la différence entre le savoir et la connaissance. J'ai un jour, en formation, on me prenait la tête sur la connaissance et le savoir. Et on me dit, Ismaël, est-ce que tu peux en donner une définition? Et moi, je leur ai dit, je vais vous donner une définition. Savoir, c'est voir ça et rien d'autre. Connaître, c'est naître avec. D'accord? Et pour connaître, vous devez apprendre. Prendre avec soi, ça veut dire. Mais pour apprendre, vous devez être. Et dans la vie, on ne fait que paraître, puis disparaître. Donc, le problème, c'est de non être. Donc, vous devez être ce que vous êtes. Et c'est là l'intérêt. Là, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je vais revenir à quelque chose. Alors, je vais tout de suite partager le bonus, comme ça. Oui, voilà. Ça n'empêchera pas qu'on en refasse. C'est interactif. Dans ce livre-là, qui est Mets-toi ça dans la tête et qui est d'une importance. C'est quelque chose que vous devez lire si vous voulez connaître comment ça fonctionne aujourd'hui, l'apprentissage, basé sur des études de sciences cognitives. Alors, la science cognitive, c'est quoi? C'est comment je fais pour mémoriser, comment je fais pour garder mon attention, comment je fais pour comprendre tout ce qu'il y a autour de mon cerveau. C'est ça, les sciences cognitives, tout simplement. Et dans ce livre, il y a quelque chose de génial où moi, et comme quoi, hein, on fait tous des erreurs. Et c'est là qui est intéressant. Personnellement, j'aime apprendre. Donc, et comme je disais, apprendre à désapprendre, maintenant apprendre à apprendre. Donc, j'apprends à apprendre en lisant le livre. Et en lisant le livre, j'apprends à apprendre à désapprendre. Dans ce livre, il y a une citation d'Albert Einstein qui dit l'imagination est plus importante que la connaissance. Et ce livre le démontre. En fait, démontre cette citation en disant essayez de dire à un docteur sans connaissance de vous opérer. Et puis, je me pose. Il disait essayez à un pilote sans connaissance de piloter l'avion. Et puis, je me pose et je me dis mais effectivement, vous êtes dans l'obligation d'avoir du savoir pour à un moment donné avancer dans ce qu'ils appellent les soft. Alors, je te donne plein d'astuces comme ça pour tes auditeurs. Ce qu'on appelle les compétences sociales soft skills. La créativité, l'amour de l'autre, l'empathie, l'entraide, qui sont très difficilement notables, hein, observables, notables. Et c'est toute la difficulté, excuse-moi Ismaël, c'est toute la difficulté parce que les soft skills, c'est quand même un sujet qui est dans le domaine RH, donc toutes les personnes qui veulent trouver un poste, etc. Maintenant, les CV, depuis une quinzaine d'années, en gros, on va dire, mettent l'accent sur ce qu'on appelle justement ces soft skills. Et c'est très compliqué parce que c'est pas démontrable comme un diplôme avec… Bien sûr. Et ça, c'est important. Alors, du coup, j'avais préparé… C'est important, mais en même temps, voilà, c'est très compliqué à palper, en fait. Donc, tu vois ce que tu dis sur ce qui se passe au niveau de l'école, en fait, de l'enseignement, etc. On retrouve exactement la même chose après dans le monde du travail quelques années après. Donc, c'est intéressant de voir d'où le problème circule sur un tapis roulant, mais il n'est pas solutionné à un moment ou à un autre. D'où l'importance. Pourquoi j'en parle? Parce que je sais que toi, t'en parles, je pense, et que ça rejoint un peu ton métier et mon métier finalement. Oui. Là-dessus, parce qu'on va parler des compétences sociales qui rejoint le grand H dont j'ai parlé au début. Les compétences humaines. Ce qui se passe, c'est que c'est comme toute chose.
c'est les excès. Alors, il y a un tips de communication quand on fait de la rhétorique qui marche bien. C'est par exemple quand on parle du complot. Si on veut écarter la notion, ouais, alors ça, ce que vous racontez, c'est un complot. On dit souvent l'écueil du complot, c'est d'en voir partout et d'en voir nulle part. D'accord? C'est comme les soft skills, d'en voir partout et d'en voir nulle part. Et du coup, en opposition aux hard skills. Je ne sais pas si je suis clair là. Pour revenir à quelque chose de… Ouais, je pense que Je vais c'est… revenir à quelque chose je vais venir à quelque chose de beaucoup plus clair en fait. Calculer, lire, écrire, les savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter sont importants. Tout comme prendre la parole en public, soft skills, etc., etc. Donc voilà, il ne faut pas occulter les éléments. L'attitude, le comportement, l'état d'esprit, voilà, tout ça, c'est des soft skills Ouais. qui sont Savoir, pas du tout palpables. voilà. Dans le Oui, système qui éducatif, ouais. Dans le système éducatif, on a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je vais rajouter 2 choses. Le savoir où et le savoir quoi par rapport au fait qu'on est dans un univers hyper connecté. Exactement. Là où il y a enfin, quand on était enfant, on va dire, hein, ce qui était important, c'était d'avoir des connaissances, parce que l'accès à l'information n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. En tout cas, voilà, il fallait aller dans les livres, rencontrer des gens, etc., etc. Mais l'accès à l'information n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fin de compte, la connaissance a un impact beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle est partout. La difficulté, c'est comment j'accède à l'information qui m'est nécessaire et comment je relie les informations entre elles. Tout à fait. Et c'est vraiment hyper important d'avoir cette capacité de connexion, sachant que le savoir n'est pas à somme nulle, comme disait Michel Serres. C'est pas à somme nulle. 1 plus 1 égale une connaissance. C'est vraiment les travaux de Michel Serres. Et voilà. Et ça nous ramène à quelque chose de fondamental, toi qui as fait de l'anthropologie, à ce que disait Teilhard de Chardin. Il était jésuite, il me semble. Oui. La noosphère, la capacité d'aller par comparaison avec la kinésphère, en fait. Quand mon déplacement se fait à ce niveau-là. Et la noosphère, c'est le déplacement des idées. À quel niveau je suis. Exactement. Alors dis-moi, bon, je pense qu'on a compris à peu près ce que tu fais aujourd'hui et comment en fait tu complètes et ton activité d'enseignant officiel et ton activité d'entrepreneur. Maintenant, ce qui m'intéresse, enfin, ce que j'aimerais que tu partages à ceux qui nous regardent, c'est comment tu en es arrivé là. Quelles sont les étapes Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu plusieurs étapes. Comment ça s'est passé ton parcours en fait? Comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, je vais vous faire un petit peu ce que je fais dans les conférences. En fait, je construisais, en fait, dans ma rhétorique, je construis ça comme histoire. Et qui est mon histoire et qui est mon parcours personnel finalement. Oui, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir comment un ovni, comme je disais en introduction, arrive à quelque chose de construit, de complètement holistique, dans le sens où tu vas piocher dans tout un tas de disciplines, que tu n'en restes pas à la théorie, mais que tu arrives sur la pratique avec des résultats concrets. Ouais, c'est ça en fait. Ah, c'est super intéressant, sachant que pour moi, j'ai quatre grands piliers dans ma vie. Et ces 4 grands piliers, pardon, il fait chaud ici dans mon appartement. Ouais, c'est très chaud aujourd'hui. Mais il fait super chaud. Et dans les 4 piliers de ma vie, je raconte ça aux jeunes. Moi, je leur dis, lorsque je vivais dans un bidonville à Casablanca, je me disais, est-ce que je suis à ma place? Lorsque j'ai vécu dans un bidonville en France, je me suis dit, est-ce que je suis à ma place? Lorsque je suis venu en France et que j'ai vécu dans un quartier en France, je me suis dit, est-ce que je suis à ma place? Et lorsque je suis retourné au Maroc, vivre dans les quartiers du Maroc, je me suis dit, est-ce que je suis à ma place? Et c'est là où je me suis posé la bonne question, c'est quels sont les facteurs clés qui permettent à quelqu'un de réussir? Et qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est simplement obtenir ce qui est important pour soi. Et vous allez avoir des facteurs clés comme la confiance en soi, cette capacité à oser agir par rapport à ce qui est important pour soi, à condition de pouvoir le définir. Pour pouvoir le définir, vous allez devoir être d'accord. Donc, en accord, c'est-à-dire jouer la bonne mélodie. Et être d'accord, c'est le D de désir, le A d'action, le C de communication, l'autre C de contact, le O d'organisation, le R de résultat et le D de
décision pour passer à l'action. Pour se dire, dans 5 ans, je suis qui? Dans 5 ans, je fais quoi? Dans 5 ans, je vois quoi? Dans 5 ans, je vis comment? Dans 5 ans, je suis avec qui? Et dans 1 an? Pour arriver à mon résultat de 5 ans. Et dans 5 ans. Mais et dans 10 ans? Et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu mon parcours de vie et ce que je raconte aux jeunes. En réalité, mon parcours de vie, il a été étayé, et j'utilise bien le mot étayé dans le vrai sens du terme, par le fait que effectivement, j'ai vécu à la campagne du Maroc où, pour aller chercher de l'eau, j'avais mon mulet et il fallait que je me lève à 5 heures du matin avec mon mulet pour chercher de l'eau à tout le village à 5 kilomètres. Aller, retour. Ça fait 10 kilomètres avec un petit mulet. Et je me suis dit, quand on vit dans cette misère-là, on sent dans sa chair, on sent dans son cœur, on sent dans son esprit l'importance de la vie qui donne cette vitalité. Parce qu'il faut avoir du courage à 3, 4, 5, 6 ans pour aller chercher cette fameuse eau. Mais se dire que cette eau, si vous ne l'amenez pas au village, sachant que sur 5 kilomètres, imaginez-vous tout ce qui peut vous arriver. Imaginez-vous tout ce que vous pouvez rencontrer entre les animaux, entre les voleurs, entre les bandits, entre l'animal qui n'obéit pas forcément et que vous n'avez pas envie de battre. Très jeune, moi, il faut qu'il se renverse. Et puis, voilà. Et donc, toute cette importance-là est d'arriver au village. Et ensuite, quand je suis venu en France en me disant, bah voilà, je vais me libérer de ça. Mais non, je ne me suis pas libéré de ça parce que je suis arrivé en France, en Haute-Loire, dans un petit village où c'était un lieu-dit où j'allais chercher mon lait avec un pichet. Moi, j'ai connu l'eau, l'électricité à l'âge de 12-13 ans. Quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, je sortais à la campagne, hein, donc je sais ce que c'est qu'un gilet jaune finalement, la France périphérique. Je sortais et j'allais faire mon trou pour aller pour faire ma selle, quoi. Et voilà. Et donc tu connais l'importance quand tu as l'eau, l'électricité, que tu commences à avoir un lit, un vrai lit parce que je dormais par terre et je dormais dans une cité dite des Papetiers. Donc quand je regarde Germinal, ça me rappelle des souvenirs. Et ben vous avez de l'émerveillement et vous cultivez cet émerveillement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ce que c'est parce que vous l'avez ancré en vous. Alors, je vous donne un cas concret. Ce matin, je suis allé faire des exercices d'étirement et des exercices de yoga et je me suis arrêté. Je me suis arrêté pour faire quoi? Pour observer une abeille butinée. Et j'ai trouvé ça beau. Et quand je médite, quand on me dit, mais Ismaël, tu médites, et il faut penser à rien. Mais je leur dis, mais moi, dans ma tête, dès que je ferme les yeux, je pense à plus rien. C'est vrai, en plus, je vous mens pas. C'est que c'est noir. En fait, j'ai cultivé la misère. Elle a cette force-là de cultiver le bonheur de l'instant présent. Et ensuite, je suis venu en France dans les quartiers où là, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert les autres, en fait. Et de fait, j'étais différent des autres. Je suis d'origine marocaine, mais j'étais différent des Marocains qui étaient là. J'étais différent des Sénégalais qui étaient là. J'étais différent de ce qu'ils appelaient à l'époque les Gaulois qui étaient là. J'étais différent des punks. Moi, j'ai connu l'époque des punks, j'ai connu l'époque des skinheads. Donc, j'ai toujours été dans tous ces univers, cultiver l'instant présent, le bonheur et toujours me dire qu'est-ce qui va faire à un moment donné que je vais pouvoir m'intégrer à l'autre. Ok. Ce que tu dis en fait, c'est que le fait d'avoir vécu dans 4 milieux de ce que tu en dis en tout cas, dans 4 milieux très différents, t'a amené à être d'emblée face à ta capacité d'adaptation en fait. Tu n'as pas eu besoin de réfléchir à ça, ça s'est mis en place automatiquement. Tout à fait. Il y a la capacité d'adaptation où je suis capable avec tous les gens. On retrouve ça chez mes frères aussi, ça c'est impressionnant. Je suis capable d'être empathique par rapport à l'autre très facilement. Je suis capable de m'adapter. Et quand on fait ça, on a besoin de connaître l'autre, de connaître les codes de l'autre. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Quand vous avez un besoin de connaître pour vous adapter, vous faites de la recherche. Voilà, c'est simple. Et vous développez cette méthodologie. Et là, on se fait piéger un petit peu des personnes comme moi, surtout qui papillonnent. C'est que très tard, moi, j'ai connu de la structuration. C'est quand je suis allé à la fac que quand j'ai connu vraiment la structuration des idées. Et ensuite, en génie électrique, quand j'ai fait mon master, où là, j'ai rencontré l'automatisme en dur, où on a eu un protocole. Et je sais faire, mais ça m'ennuie en fait. Je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin d'aller voir lui, de regarder, tac, je prends une information globale. Ça vient aussi de mon enfance. Oui. Donc voilà. Et dans tout ça, en fait, quand vous faites ça, vous n'avez pas une vie linéaire en fait. Vous avez une vie qui est exponentielle. Et là, je suis dans ma courbe exponentielle en fait. Et j'ai besoin toujours de connaître, de savoir, tiens, la neuroéducation, les sciences cognitives, la philosophie, la psychologie, la politique, la sociologie, les maths, les calculs, l'intelligence artificielle. Et c'est infini en fait. Et c'est vraiment infini. Et ce que je reproche un petit peu au système français, c'est d'être dans cette incapacité de mettre en avant cette capacité à pouvoir structurer ces idées anarchiques
mais qui sont quand même structurés. Parce que de mon point de vue à moi, c'est structuré. C'est les autres qui ne sont pas Mais structurés. c'est là, tu vois, C'est rigolo, hein. où c'est rigolo avec toi, c'est que certes, comme je disais, voilà, il y a cette capacité d'adaptation, et toi, spontanément, tu réponds, bah oui, mais bon, comment on fait quand on a besoin de… On va chercher de l'information, etc. Mais ça, tu le fais spontanément parce que c'est ton mode de fonctionnement typique de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les multipotentiels, et tous les 10… enfin voilà, on peut mettre tout un tas de noms différents. Après, il y a des subtilités entre chaque, mais ça, cette curiosité innée, elle n'est pas forcément aussi facile pour n'importe quel type d'individu. Elle est beaucoup plus évidente pour des enfants qui sont, comme tu disais, qui papillonnent et qui ont besoin de papillonner comme ça à droite à gauche pour se forger intérieurement. Tout à fait. Ou Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors ensuite, sur les qualificatifs 10, TDA, voilà. pour en discuter, j'ai plein de documents là-dessus et je suis en train de m'informer. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être précis parce que en fait, c'est un spectre large avec des niveaux différents. Donc, on va Exactement. dire mais à quel niveau je suis, dans quel spectre je suis. Et effectivement, aujourd'hui, on a cette tendance à dire multipotentiel, différents, zèbres, etc. La vraie question qu'on devrait poser, c'est l'inclusion en fait. C'est comment faire pour intégrer tout le monde dans une société qui se dit démocratique, moderne, évoluée, et dans cette capacité à pouvoir aussi accepter l'autre. Tu vois. Et effectivement, dans l'acceptation, il y a dans la pyramide de Maslow que je pense que tes auditeurs connaissent, il y a la reconnaissance. Une personne comme moi est toujours en quête de reconnaissance parce qu'elle court toujours elle court toujours après cette intégration. Et je suppose que pour les autres, on va dire différents, eh ben, il y a aussi cette course en fait. Et on se rejoint certainement là-dessus. Et voilà. Et donc, je pense que c'est important dans mon parcours de vie. Ce qui est important en fait dans mon parcours de vie, c'est comment faire, et c'est ce que j'ai compris, comment faire pour mettre en avant mes forces et que mes forces soient au service des autres. Une fois qu'on a compris, enfin, une fois que j'ai compris ça, que j'ai intégré ça, que très tardivement, hein, j'ai intégré ça à la quarantaine d'années, quoi, en me disant, bah, tiens, mais j'ai des forces en fait. Ouais, et ben, je vais les faire, je vais les partager. Ce qu'on est en train de faire là, finalement. Oui. C'est une quête identitaire, en fin de compte. Voilà. Mais il faut savoir. C'est la quête identitaire avec plusieurs jalons qui ont fait que tu as réussi à décrypter comment tu fonctionnais, comment les autres te percevaient, comment tu arrivais à t'intégrer dans différents milieux. Et puis, au fur et à mesure, avec tes élèves, pareil, tu t'es rendu compte que la différence n'est peut-être pas si minoritaire que ça. Alors, la différence peut-être, mais les différences ne sont peut-être pas si minoritaires que ça. Et moi, la question que je me pose, et j'aimerais bien avoir ta réponse par rapport à ça, toi, aujourd'hui, au niveau des classes d'âge que tu côtoies au quotidien, de ces jeunes générations-là, est-ce que tu penses que… on est à une étape où ces jeunes sont en fin de compte dans des minorités de différence qui deviennent majoritaires? Je ne sais pas si tu comprends la question que je veux dire. J'ai compris, je pourrais y répondre de manière très détaillée avec des études, mais je vais te répondre par rapport à ce que je ressens aujourd'hui par rapport aux jeunes. Et je t'avais dit que j'allais parler de 2 cas que j'ai de jeunes aujourd'hui, et je vais te dire comme quoi on est dans un effondrement de civilisation et dans un nouveau paradigme qui viendra de toute façon par le bas avec nos milléniums. Cette année, c'est la première fois de ma carrière qui est d'une vingtaine d'années que j'ai 2 enfants à 14 ans. Et la société, et là, vous parents, et là, vous citoyens, peu importe, qui êtes derrière, posez-vous la question de… À 14 ans, j'ai 2 jeunes qui ont fait 2 dépressions. À 14 ans, j'ai 2 jeunes qui ont fait un burn-out. C'est, à mon sens, catastrophique et qui représente bien ce qu'on a dans la société. Qu'est-ce qu'on véhicule? Quel espoir nous donnons? Ensuite, les milléniums, ce qu'on appelle les milléniums, sont dans un monde… J'ai parlé de collaboration, de coopération. Alors, j'ai les références, mais je ne vous les donnerai pas là, du monde qui est dit connective. Et on en a bien discuté avec toi, Audrey, que le monde est connective et qu'on crée un ego par rapport aux médias, en fait, pas aux médias, mais par rapport aux réseaux sociaux que nous avons. Alors, les réseaux sociaux, c'est comme toute chose, rien n'est blanc, rien n'est noir. Il y a du bon et du mauvais. Mais dans le bon, c'est j'ai une question, je la pose sur Internet, j'ai une réponse et on fait ce qu'on appelle du conflit cognitif. C'est-à-dire qu'on pense tous et on se donne des réponses, on se donne des tips. Et ce qui se passe dans le monde connectif qui est fondamental, c'est qu'on ne me voit pas.
Je suis pas là avec vous, même si vous me voyez là en vidéo, qui est important, mais souvent sur les réseaux sociaux, on ne voit pas. On ne voit pas. On chatte, on balance, on tweet, on ne se voit pas. Donc, on enlève l'aspect chair, on enlève l'aspect physique. physique, les vibrations quantiques, Mm. sans faire de l'ésotérisme. Vraiment. Oui. On enlève le regard, l'intonation, comment je le fais, est-ce que j'ai bougé mon épaule, est-ce que j'ai dit oui, mais tout en disant non. Tout ça, je l'ai enlevé. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans un monde connectif, vous avez un chercheur de la NASA qui a un problème mathématique et qui la pose sur Internet. Le lendemain matin, une femme répond en disant la réponse de votre équation, c'est ça. Le scientifique à la NASA, surpris, se dit mais c'est incroyable. Nous, chercheurs, on n'y est pas arrivé. Cette personne me répond. Une communication s'ensuit. Comment vous avez fait? C'est simple, j'ai fait ce calcul-là, etc. Vous êtes exceptionnelle, madame. J'ai besoin de vous rencontrer. La personne répond, je suis désolé, on ne pourra pas se rencontrer. Mais pourquoi? Je vous propose un poste en or. Je suis désolé, mais mes parents ne me permettront pas de vous rencontrer. Comment ça, vos parents? Oui, j'ai 12 ans. Je ne peux pas. Ah. Et là, ça change tous les paradigmes. Et là, on fait sauter tous les tabous. Et effectivement, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui a fait le tour du net. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule qui. Oui, voilà, il y en a régulièrement. On en voit régulièrement ce type d'histoire-là. Ouais. Alors, parlons du cas des. Tu veux que je te fasse une autre histoire et qui peut. Rapidement, parce qu'on va arriver à la fin de. Très bien, il me faut que je te donne. Alors, c'est très simple. C'est que c'est un chercheur en Inde qui était au ministère de la Culture et qui a démissionné du ministère de la Culture et qui a dit dans les bidonvilles d'Inde, moi, je vais mettre un écran, je vais laisser les gens apprendre tout seuls. Ah oui. C'est comment L'université aux pieds nus. Je me souviens plus, mais voilà. Et donc, cet Indien a mis des ordinateurs. Au bout de 10 ans, les Indiens qui travaillaient sur ces ordinateurs ont réussi à hacker les écrans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous ne savez pas vous servir, vous ne savez ni lire ni écrire, vous vivez dans un bidonville. Vous avez 14, donc 10 ans, hein, vous avez 5 ans et vous arrivez à 15 ans. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 15 ans? Eh ben, vous allez voir un peu des sites olé olé, je vais dire ça comme ça. Et les Indiens ont dit, c'est pas possible, ils vont, votre truc, c'est lamentable. Et ben, le gars, il a dit, on va mettre des firewalls, on va tout virer. Les gamins de 15 ans, qui étaient chauds bouillants, qui étaient super motivés, ils ont tapé des lignes de code, ils ont cherché sur Internet comment pirater. Ils sont passés derrière les firewalls. Sauf que les firewalls à laquelle ils sont passés, c'est des firewalls que les Américains vendaient, qui ont été conçus par des grands, je sais pas, les plus grands hackers de la CIA. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gars de la CIA? On dit, mais c'est incroyable, comment ils ont fait? C'est qui a fait ça? C'est des gamins de 15 ans, des bidonvilles. Ces gamins de 15 ans, ils ont 25 ans. Aujourd'hui, ils travaillent pour Google, ils travaillent pour Amazon. Il ne faut pas s'étonner que les GAFA sont multimilliardaires aujourd'hui. Exactement. Et ces jeunes-là viennent des bidonvilles et ils ont appris tout seuls. Oui. Ça change l'histoire des paradigmes. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples même de personnes. Je me rappelle, j'avais posté une petite vidéo il y a quelques mois sur un jeune, je ne sais plus quel pays en Afrique, qui avait construit la première transistor en allant récupérer des pièces de jeune café. Kenyan. C'est ça. Alors du coup, c'est mon domaine. Et puis il a fini invité au MIT aux États-Unis et il est maintenant chercheur depuis des années. Voilà, il a 16 ans, 16-17 ans maintenant. Voilà. Mais c'est impressionnant. Par exemple, dans ma salle de classe, moi, j'ai un jeune que je regarde que je vois tous les jours, enfin que je voyais tous les jours parce que là, je suis en vacances et qui gagne simplement. Tu veux que je te dise combien il gagne par mois? Mais tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, 10 000 € par mois en créant un serveur web pour des jeux vidéo. Le monde a changé. Donc, géré par ses parents puisqu'il est mineur, etc. Tout à fait. Il est géré par ses parents, bien cadré. C'est quelqu'un qui est comme à l'école, qui a les pieds sur terre. Donc, la structure et l'étayage. En fait, les gens qui réussissent, les jeunes qui réussissent et les personnes qui réussissent par le biais de l'étayage, c'est-à-dire un accompagnement. C'est pas les meilleurs qu'on a. Voilà, c'est l'étayage, accompagnement. En plus, attention, dans l'étayage, il y a le mot étayage, sous-étayage, sur-étayage. Donc, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, voilà. Ouais. C'est les travaux de Brunner. Pas, mais on donne la structure minimale pour que ça se développe dans de bonnes conditions. Étayage, travaux de Brunner, BRUNER. Vous allez regarder, il y a tout dessus. Et voilà. Donc, on arrive vers la fin, je crois. Oui, je te remercie. Je vais finir par les questions courtes, réponses courtes. Très bien. On va essayer de s'en tenir à quelques secondes de réponse. Très bien. On va voir. Ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, ma mère. D'accord. Ce qui te fait bondir régulièrement? Le mot égalité des chances.
C'est insupportable. Il me Alors, sort. attends, alors deux phrases pour expliquer, parce que… Alors, l'égalité des chances, c'est toujours cette image où on a 3 personnes, où pour égalité des chances, on donne une brique à chacun. Et au-dessus, il y a un petit muret. Mais si le mec il mesure 1,80 m et que l'autre il mesure 1,20 m, vous vous rendez bien compte qu'avec une brique et l'autre qui mesure 1,80 m, ça lui fait 20 cm de plus. Et moi, je trouve ça insupportable, quoi. L'équité des chances avec de l'inclusion, c'est de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde puisse voir au-delà du mur. Si moi, j'ai pas besoin de briques, eh ben, je la donne à l'autre. Si lui en a besoin de 3, ben, on lui enfile 3 et ainsi de suite. Et au-delà, si je peux me permettre, parce que bon, ton exemple est très parlant, mais pour élargir un peu les horizons, l'équité, je suis d'accord avec toi, je n'aime pas du tout ce terme d'égalité des chances. Et alors, il se trouve que moi, les sujets sur lesquels je suis intervenue autour de cette notion d'égalité, d'équité, c'était plutôt par rapport aux femmes, tu vois, égalité entre, voilà, parité ou pas, bon, voilà, ça c'est un sujet qui me fait bondir, même si je suis très au fait de ce qui se passe et de ce qui devrait être amélioré, mais ce que je trouve qui est intéressant dans le terme d'équité, c'est que chacun trouve sa place pour des projets communs. C'est pas que on vienne forcément aider un tel ou aider un tel, c'est pas ça. C'est que chacun arrive à trouver sa place. Celui qui parle beaucoup, celui qui parle peu, celui qui a beaucoup de force, celui qui en a moins force physique. Chacun a des qualités à mettre en évidence et à faire valoir pour la communauté, pour le collectif. Et c'est ça. Voilà. Collaboratif, coopératif, connectif. Exactement. Exactement. Bon, on est d'accord là-dessus. On est en phase. Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre? Pardon, ça a coupé. Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre? Qu'est-ce qui fait que… Ben, c'est ça. En arabe, on dit qra, la lecture. Une découverte à partager? Une découverte à partager. Ça peut être une lecture, ça peut être une personne, ça peut être une expérience. Là, là, je sais. Une découverte à partager. C'était un film. Ah oui, La lutte des classes. Qu'est-ce que j'ai rigolé. La lutte des classes, c'est un film. Il me semble avoir vu un post que tu as mis là-dessus. Voilà. Alors, La lutte des classes, c'est un film où on a Nadia, je crois, qui est une avocate et qui a son mari qui s'appelle, je ne sais plus, Bertrand, je ne sais plus, qui est hard rocker et qui est très communiste, qui est pro-communiste. Par exemple, il a un appartement qu'il veut vendre qui coûte 320 000 € et qui a pris de la plus-value qui vaut 620 000 € et ils veulent déménager. Et en fait, ils veulent déménager dans un petit pavillon. Et le gars, il veut pas vendre son appartement à plus de 620 000 €. Donc sa femme, elle lui dit bon bah ok. Et le promoteur, il regarde avec des gros yeux. Donc on vous le vendra à 300 000 €. Sa femme, elle dit bah on peut plus déménager parce que si on vend ce truc 300 000 €, on peut pas aller dans le pavillon. Et ça fait que notre fils pourra pas aller dans l'école privée dans laquelle. Donc il y a tout un truc comme ça où il y a une lutte des classes. Vraiment, il est fou. C'est avec Édouard Baird. D'accord. Ah, il est génial ce film. Donc tu recommandes pour. Oui, allez le voir. Franchement, il vous fait réfléchir, mais qu'est-ce que vous marrez. Moi, je l'adore. Ok. Des projets à venir? Alors, mon projet. Donc lesquels en fait? Le grand projet que j'ai à venir, c'est celui-là en fait. C'est le fait que je suis en train d'écrire un livre. Celui-là, c'est le cahier de formation que je donne dans mon pack accompagnement. Et je suis en train, par rapport à mon éditeur, de l'écrire, de le réécrire, de le réécrire. Et ça présente toute ma méthodologie pour accompagner les parents face à la difficulté et que sont les devoirs à la maison. Et pas que les parents, finalement, les coachs aussi, les enseignants. Oui. J'ai un grand réseau autour de moi et voilà, ça permet de partager un peu tout ce que j'ai appris et comme je lis beaucoup. Donc. Exactement. Et pour avoir pris connaissance de certains des petits fascicules que tu as distribués d'une manière ou d'une autre, je les trouve très bien faits, même très accessibles pour les jeunes en fait. Tout à fait. Moi, ils sont à ça aussi avec mes enfants. Alors bon, il y en a un qui est grand maintenant, mais le plus jeune, voilà, je compatis avec les personnes qui viennent te voir. On a échangé sur le sujet aussi à plusieurs reprises. C'est extrêmement compliqué quand les jeunes n'arrivent pas à trouver leur place à l'école et ne comprennent pas en fait ce qu'on attend d'eux dans l'éducation nationale. Et comment faire pour que le temps passe quand on sait qu'ils ont quand même plusieurs années à… Ouais, c'est pas évident. Ouais. Voilà. C'est vraiment… et c'est vrai que en tout cas, les fascicules dont j'ai pris connaissance, je les trouvais très pertinents et très accessibles. Oui, alors ils sont là, il y en a 5. Je t'ai passé celui-là, donc tu pourras à ton audience. Les personnes qui vont le télécharger. Voilà.
pour le télécharger. C'est pas mal. Alors, du coup, moi, je l'ai testé avec des très jeunes en grande difficulté. C'est un peu abstrait celui-là. Donc, si vous avez besoin, de toute façon, Audrey vous fera passer le lien où il y aura. Et puis, je mets aussi les liens. Je vais mettre aussi les liens pour te contacter directement. Donc, il n'y aura aucun souci. S'il y a des questions, de contacter ou l'un ou l'autre. Tout à fait. Bon, je te remercie, Ismaël. Je te remercie, Audrey. C'était super. Ouais, bravo. On a passé un bon moment. Il fait chaud, je confirme encore. Hein. Ouais, il fait super. Ouais. C'était un bon moment. On peut peut-être aussi remercier ton audience qui nous écoute, qui ont pris le temps de nous écouter tous les deux. Exactement. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose. Oui, c'est encore une interview qui est encore relativement longue. Je ne sais pas sur quel timing on va se caler dans les numéros à venir. Ce sera à voir aussi avec les commentaires des uns et des autres, ce qui convient, ce qui ne convient pas. Si on fait plus court ou si on laisse une formule comme ça de presque 1 heure. En tout cas, merci à toi, merci à tout le monde. Je vais mettre les liens pour que chacun puisse piocher ce qu'il a envie. S'il y a des questions, des commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et je te remercie aussi pour le cadeau que tu as envoyé sans que je demande rien du tout. Donc ça, c'est pareil. C'est typique de toi, Ismaël. J'aime bien. Merci à toi aussi, Audrey, de m'avoir… la chaleur m'a fait faucher dans mon ouais. Merci à toi, Audrey. Je te remercie de m'avoir donné la parole, de m'avoir fait confiance. Je remercie aussi ton audience du fond du cœur de nous écouter parce que qu'est-ce qui est le plus précieux que son temps par rapport à la vie? Il n'y en a pas, il n'y a rien en fait. On peut vous donner des milliards et des millions. Votre temps est précieux. Il est précieux. Donc, merci à vous et puis à très bientôt. À bientôt. Et puis, les prochains numéros vont se suivre à environ 1 par mois. Donc, avec des profils à chaque fois très, très différents les uns des autres, mais toujours autant d'engagement et de parcours dits atypiques. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.